Nous étions en train d'évoquer la République de Côte d'Ivoire où on se dirige vers des restrictions sur les réseaux sociaux, surtout après les images de profanation de la tombe de Didier Arafat qu'on a vu. Credo Tété, vous avez la parole. Non, je faisais le parallèle. Donc, est-ce qu'il faudrait dire que c'est parce que Didier Arafat a été immoral, il a été irrespectueux, donc il a fait un mauvais usage des réseaux sociaux qu'il faut laisser prospérer ces mauvaises manières. Donc, le gouvernement ivoirien dans son droit de vouloir réglementer les choses. Et l'avantage, je le disais tantôt, c'est que ce n'est pas maintenant, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont, disons, instruire une loi réglementant les réseaux sociaux. La loi existe, mais il faut qu'on applique la loi pour décourager les débordements. Et les débordements, c'est partout dans tous les pays, même dans notre pays, le Togo. Le mauvais usage des réseaux sociaux a tellement envenimé le vivre ensemble dans notre pays. Donc, est-ce qu'il faut encourager cela sous le sceau de la liberté d'expression, mais de la liberté d'opinion? Il nous en souvient lors des dernières législatives, même du côté du Bénin. Oui. Mais je puis vous informer qu'à un certain moment, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin, ensemble, après échange avec la Sénat, leur commission électorale nationale, mais ils sont arrivés, au moins juste pour quelques heures, à couper l'Internet. Et lorsque nous étions dans un atelier des organismes de gestion des élections, j'ai eu le plaisir d'écouter le représentant de la Sénat du Bénin qui a dit qu'on n'aurait pas fait ça. Peut-être que le Bénin serait dans une situation parce que les officines politiques ont misé sur les réseaux sociaux pour pourrir le vivre ensemble et autres là. Maintenant, je n'avalise pas tout cela, mais je mets un grand point d'interrogation. Est-ce que le fait même d'empêcher les gens de jouir de leur liberté, de leur droit de s'exprimer, est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce qu'il ne faudrait pas, je questionne la chose autrement, est-ce qu'il ne faudrait pas, au-delà de la sanction, penser à un autre type de règlement même de l'usage des réseaux sociaux? On peut le faire. Quand le procureur d'Abidjan, quand il souhaite même aller très loin et veut engager la responsabilité pénale des administrateurs des réseaux sociaux, c'est-à-dire des groupes WhatsApp, Facebook et tout cela, c'est-à-dire on risque de tomber dans une restriction draconienne là. Non seulement une restriction draconienne, mais je crois que les administrateurs aussi ont leur part de responsabilité. Donc là, quand je dirige un groupe WhatsApp ou Facebook, quand je vois telle personne est en train d'écrire, je ne sais pas ce qu'elle veut publier. Je ne dis pas ça, Samuel. Le problème aussi, c'est que je n'ai pas le droit, en tant qu'administrateur, de supprimer la publication de quelqu'un. C'est la personne elle-même qui peut supprimer. Oui, c'est là où, lorsque vous prenez des plateformes WhatsApp, donc il y a des règlements intérieurs. Et lorsque vous voulez... Qui sont plus respectés parce qu'on ne fait pas la divulgation assez de ces règlements intérieurs. Lorsqu'il faudrait intégrer quelqu'un à une plateforme, mais discuter avec la personne, que la personne adhère à ce règlement, cela ne voudrait pas dire que son adhésion vaut le respect total et autres là. Donc, il y a toujours des brebis galeuses. Mais en allant sur le terrain, d'engager les responsabilités des administrateurs, c'est juste leur rappeler qu'en tant qu'administrateurs, ils doivent réagir à temps. Si vous êtes administrateur d'une plateforme, malheureusement, des gens en ont fait une profession dans certains pays où ils se définissent, ils disent qu'ils sont administrateurs et certains pensent même que ce sont des administrateurs de nos sociétés alors qu'ils sont des administrateurs de plateforme WhatsApp. Donc ça, c'est pour juste mettre l'ambiance. Donc c'est dire que la responsabilité serait engagée lorsque ces administrateurs-là ne sauront pas jouer convenablement leur partition. Nous voyons sur des plateformes, même dans notre pays, le Togo, il y a des administrateurs qui jouent bien leur partition. Lorsque vous déviez un peu, on vous rappelle à l'ordre. Et là, lorsque on vous poursuit un jour, vous aurez dit que vous avez fait votre part, vous avez joué votre responsabilité. Maintenant, le revers, c'est quoi? L'administrateur n'est pas responsable, comme vous le disiez tantôt, des propos et puis des écrits des membres de la plateforme. Maintenant, comment est-ce qu'il faut le faire? Il faut sensibiliser. Vous savez, vous allez permettre que je puisse le dire. Parmi les plateformes, même au Togo, il y a une plateforme que j'affectionne, que j'apprécie, c'est Culture Politique. L'un des administrateurs, le professeur Wala, je crois que c'est du parti Adi, mais c'est une plateforme qui est bien réglementée.
Et même la publication même de une de nos journaux sont interdites. Lorsque vous voulez faire l'adhésion, on vous donne le règlement intérieur, vous marquez votre adhésion. Et si, à la première heure, vous voulez dévier, on vous rappelle à l'ordre. Et les 3 administrateurs que moi je connais, ils jouent convenablement leur partition. Donc c'est une question de volonté, c'est une question de responsabilité. Maintenant, il faut qu'on note aussi, il faut que l'autorité sache qu'on ne peut pas imputer les mauvais comportements des membres des plateformes aux administrateurs systématiquement. Parce que les administrateurs ne sont pas comptables des idées et puis des écrits de ces membres-là. Mais il y a un travail qui devrait être fait pour que le vivre ensemble soit une réalité dans nos communautés africaines. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, le sujet quand même sur la restriction des réseaux sociaux et tout intervient au lendemain de la profanation de la tombe de Didier Arafat. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu au pyromane qui joue au sapeur-pompier dans la mesure où on vient de le dire, le monsieur, on connaît les frasques qui étaient les scènes durant sa vie. On a vu la célébration nationale qu'on a offert à un bonhomme de cet acabit-là. Aujourd'hui, on veut interdire à des gens qui se ressemblent de ce modèle de vie, qui veulent être aussi dans le bling-bling sur les réseaux sociaux, de faire autant. On leur colle des peines d'emprisonnement et le procureur est fier de brandir ça. Non, sous ce temps, donc, on peut estimer qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Mais moi, je dis, mais si nous prenons Didier Arafat même, Didier Arafat est décédé comment? Didier Arafat est décédé, on peut dire que c'est parce qu'il n'a pas porté de casque. Même le même artiste a sorti un morceau moto qui sensibilise au port de casque. Mais il fait le contraire. Didier Arafat n'est pas une référence pour la jeunesse ivoirienne jusqu'à vouloir être une référence pour la jeunesse africaine. Avec tout ce qui a été bling-bling autour de son décès et autres là, j'imagine, je peux aller sur le terrain d'une certaine volonté de récupération politique de la part de certains politiques ivoiriens. Parce que Didier Arafat, avec ce mauvais comportement, qu'on a essayé de légitimer, de légiférer, à un certain moment, il y a toute une génération de jeunes qui ne veulent pas se prendre en charge, qui ne veulent pas être responsables, qui se reconnaissent dans les égarements de Didier Arafat. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à quelques jours de la présidentielle. Et la jeunesse a un rôle très important à jouer dans toute élection africaine. Donc là, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une certaine classe politique qui voudrait excuser les dérapages et de Didier Arafat à titre posthume et de ces Chinois ou bien de ces microbes en griffe pour essayer de faire une récupération politique. On peut le dire. Les gens ont eu même à prêter des intentions aux autorités ivoiriennes pour dire qu'ils ne voulaient pas taper du poing sur la table parce qu'ils espéraient compter sur les voix de ces Chinois en griffe ou bien de ces microbes. Parce qu'il y a un autre argument qui plaide en faveur de ceux qui font ce développement-là. Vous allez voir que Didier Arafat, son parrain, c'est Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, c'est l'homme de main de M. Alassane Ouattara. Et ce qu'il dira à ces Chinois qu'il avalise, qu'il loue et autres là, ces Chinois peuvent le faire. Alors que le politique est toujours dans un jeu. Maintenant, est-ce que le politique doit éternellement rester dans son jeu pour que l'éthique n'ait plus le droit de citer dans nos pays? Donc ça, c'est la grande interrogation. Et lorsqu'on va parler de la déontologie même, de l'utilisation de l'outil Internet, on peut dire qu'il y a toujours des lois. Si nous prenons les autres moyens conventionnels de communication, il y a des lois qui régissent cela. Il y a des lois qui régissent cela. Mais qu'est-ce que le procureur de la République, c'est le garant de l'application stricte de la loi. La loi existe et avec les derniers développements, le procureur de la République peut s'auto-saisir. Mais il est en train de faire, dans un premier temps, dans la pédagogie, pour rappeler que les tests de loi existent. Et les tests de loi même peuvent aller même sur le côté pénal. Mais là, c'est qu'ils ont déjà mis plein de personnes en prison. C'était un écopé de 24 mois d'emprisonnement et 2 millions de francs CFA d'amende. Il n'y a pas eu de phase de sensibilisation. La phase de sensibilisation devait être faite en amont. Mais vu la gravité de l'acte qui a été commis, le fait qu'on ait déterré le corps de Didier Arafat et qu'on ait pris cela comme des trophées de chasse, là. Donc je crois qu'il faut décourager cela pour que ça n'arrive plus, non seulement en Côte d'Ivoire, mais que ça ne se répète plus dans un pays, disons, africain ou bien ouest-africain. Didier Arafat, c'est un symbole en griffe pour des Chinois.
mais est-ce que ce symbole-là est potable? Donc là, maintenant, il faut décourager les mauvais actes. C'est là où moi je dis, le procureur doit jouer sa partition. Parce que si le procureur ne jouait pas sa partition, c'est cette opinion même que nous représentons. C'est nous qui allons questionner ce procureur-là. Qu'est-ce qu'il a fait pour prévenir d'autres actions? Le cas de Didier Rafat est survenu, donc on peut dire que c'était une surprise même. Une surprise. Donc on peut supposer, je dis bien on peut supposer que c'est une surprise pour les autorités ivoiriennes. Mais il ne faudrait pas qu'on balise le chemin à d'autres surprises. Parce que, vous savez, lorsqu'on parle de la jeunesse, surtout africaine, il y a toujours des cas d'école. Lorsqu'on ne décourage pas, demain, peut-être ça peut être... Mais moi, j'ai peur. Qu'est-ce qu'on va faire du cercueil de Jimmy Hope? Qu'est-ce qu'on va faire du cercueil de Jimmy Hope? Le Togo est très respectueux des... Le Togo est très respectueux. Le Togo est très respectueux des personnes défuntes. Dans l'histoire du pays, on n'a pas eu écho de ce genre de comportement. Comme on l'a vu par exemple en Côte d'Ivoire, au moment où Douk Saga a été enterré, il a été déterré et des objets de valeur... Donc c'est pour dire que le cas de Didier Rafat n'est pas un coup isolé. Donc c'est un cas. Mais je m'interroge, c'est vrai, le Togolais même dans son essence, c'est quelqu'un qui s'efforce de respecter autrui, même la mémoire des disparus, ça a une certaine valeur intrinsèque pour le Togolais. Mais maintenant, est-ce qu'on va rester dans les nuages ou dans la philosophie pour dire qu'on ne va pas prendre les dispositions? Ce qui s'est passé au cimetière de Williamsville à Abidjan, vous aurez remarqué que les forces de sécurité ont très tôt abdiqué. Parce qu'on ne peut pas faire, avec toute la tension, la mobilisation de milliers de forces de sécurité autour de ces événements mortuaires, et puis juste après l'enterrement, donc on ne prend pas des dispositions, les forces de sécurité sont reparties comme s'ils sont venus aussi assister à l'enterrement ou bien aux obsèques. Donc rapidement, les Chinois, tout ce qu'ils ont comme magie, tout ce qu'ils ont comme chinoiserie, mais ils les ont montrés, mais ils les ont démontrés. Et cela a entaché l'image même de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais toujours est-il que, est-ce que le comportement de ces Chinois ne profiterait pas à une obédience politique demain? Alors maintenant, au-delà même de ça, il y a l'utilisation même des réseaux sociaux aujourd'hui. Quand vous regardez, on peut avoir un accident. Au lieu de porter assistance à la personne, le premier réflexe, c'est que les gens sortent leur téléphone, prennent la photo et doivent mettre un commentaire là-dessous. D'abord, avant de s'interroger, qu'est-ce qui est arrivé à la personne? Il y a toute une éducation qui doit accompagner l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui. Ce sont des actes qu'il faut décourager. Il faut décourager cela, mais il faut aller dans la sensibilisation. J'attache du prix toujours à la phase de sensibilisation. Les réseaux sociaux nous ont envahis et le mauvais usage dénote également d'une mauvaise appropriation de ces réseaux sociaux. Vous allez voir le cas des accidents que vous venez de donner. Il y a des gens, ils voient l'accidenté, la personne qui est mourante, mais on se permet de faire même un reportage par audio. Et puis on dit mimé, tcha, et puis on ventile. On prend même la photo de l'accidenté ensanglanté. On publie ça sur les réseaux sociaux. Le cas de nos humoristes, paix à leurs âmes qui étaient... Basco et autres là. Même on a vu, au lieu de porter secours, assistance à ces personnes, on prend la peine. Même, on les a poursuivis même à la morgue. Mais on les a pris dans la grande salle de la morgue. Mais on a pris même des images qu'on a balancées, des images vraiment immondes qu'on a diffusées sur les réseaux sociaux. Mais il faut interroger même la conscience de tout individu. Maintenant, le mauvais usage des réseaux sociaux, c'est une réalité. Maintenant, il faut passer à une sensibilisation. Il faille aller à une sensibilisation. Et les autorités ont leur rôle, leur responsabilité dans la chose. Vous savez, la décadence même de l'éducation civique dans notre pays. Je prends le cas du Togo. Il fut 2 fois 10 ans, il y avait même au cours primaire ce qu'on faisait, éducation civique et morale. On ne le fait plus aujourd'hui. Du moins, c'est revenu tout récemment. C'est revenu tout récemment, mais la plupart des professeurs ne sont pas outillés. Il y a également ce que nous faisions, la prévention routière. On ne le fait plus. On voit que les gens sont même en pleine circulation. Les gens se comportent comme ils veulent. Ceux qui veulent même traverser la chaussée, il y a le passage clouté. C'est sur les bancs, c'est au cours primaire que nous l'avons appris. Mais aujourd'hui,
Tout ça là, c'est où? Ça peut être également des facteurs d'accident, de risque d'accident. Et aujourd'hui, on pleure. Le taux, lorsque le ministre de la Sécurité a pris son courage et a deux mains surtout sa responsabilité pour poser l'état du diagnostic, mais ça nous a choqués. Mais c'est la triste réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc il faut prendre des mesures pour essayer de réduire. Et l'idéal, c'est d'arriver à un taux zéro. Oui. C'est d'arriver à un taux zéro de décès par accident de la circulation. Donc cela voudrait dire, si on doit y aller, ce n'est pas seulement le rôle de dissuasion des forces de sécurité sur le cordon routier, mais Samuel, tu dois jouer ta partition, je dois faire ma part. Et ma part également, c'est que je dois respecter, je dois essayer d'apprendre à connaître le code de la route, mettre en pratique le code de la route et ne pas avoir des comportements vraiment inciviques dans la circulation. Si chacun jouait sa partition, la combinaison de tous nos efforts va produire un résultat. Donc il faudrait qu'on parvienne à cet état de réalité. Nous allons passer maintenant au second sujet, c'est l'Érythrée. On va évoquer ce bras de fer entre l'État et l'Église catholique. Après les hôpitaux et les centres de santé en juin dernier, c'est au tour des écoles de l'Église catholique d'être fermées par les autorités. Au moins 8 établissements ont été saisis et occupés par les soldats ce mardi, privant des milliers d'élèves de rentrer des classes. Cette nouvelle reprise en main est le dernier épisode d'un bras de fer qui oppose l'Église et les autorités de ce pays fermé de la Corne de l'Afrique. Mardi matin, ce ne sont pas des élèves, mais des soldats qui ont envahi la célèbre école Saint-Joseph de Keren, la 3e plus grande ville d'Érythrée, dans le centre du pays, à Massawa et près de la ville de Mandefera. Aussi, les écoles catholiques ont été fermées d'office, de même que dans 5 autres localités où les autorités ont mis leurs menaces à exécution et fait boucler les établissements scolaires du pays, car le gouvernement avait prévenu. Selon un prêtre érythréen, les directeurs d'établissement avaient reçu le conseil, dit-il, de ne pas accueillir de nouveaux élèves pour la rentrée des classes. Menace donc suivie des faits sur la cinquantaine d'écoles et les centaines de crèches administrées par l'Église. 8 les plus importantes, semble-t-il, sont donc désormais sous contrôle de l'armée. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau de l'Érythrée, l'Église catholique n'est pas en odeur de sainteté? Non, je crois que le schéma ou bien la scène qui est décrite aujourd'hui peut amener à une conclusion telle qu'elle. Aujourd'hui, donc, on sent avec acuité que ce n'est pas l'ambiance bon enfant entre les autorités de l'Érythrée et puis l'Église catholique. Et s'il faut poser un diagnostic ou bien faire une analyse, c'est qu'il y a eu assurément des antécédents sur le plan du comportement de l'une ou bien l'autre partie. Et nous avons vu, on peut même dire que c'est une propension aujourd'hui pour l'Église catholique dans nos pays de vouloir prendre la place des hommes politiques pour affronter les régimes politiques qui sont en place. Donc je ne voudrais pas citer le cas de certains pays que nous connaissons, mais c'est dire que dans le cas de l'Érythrée, le gouvernement aurait été poussé à bout en prenant certaines dispositions. Et lorsque nous avons lu les dépêches, c'est que ce n'était pas... disons, de gaieté de cœur qui sont arrivés à cette situation, mais il y aurait déjà, un clivage, brisant les relations de coopération qu'il devrait avoir entre l'Église catholique et les autorités. N'oublions pas le fait que l'Église catholique est assimilée à une autorité morale. Parce que son rôle, c'est de jouer sur la conscience de l'humain et d'amener l'humain à avoir des comportements assez responsables. Mais lorsqu'il y a des dérives au sein ou bien de la part de certains responsables, parce que vous savez, vous pouvez déplorer un fait, mais la manière de l'exprimer, si la manière n'est pas idoine, ça peut susciter d'autres choses. Mais ce n'est pas pour dédouaner les autorités de l'Érythrée. Si l'Église catholique est arrivée à ce stade de comportement, c'est qu'eux aussi, ils ont une part de responsabilité. Parce que ce que les autorités érythréennes reprochent à l'Église du Vatican, bien, c'est de se mêler, par exemple, des affaires politiques. On accuse les évêques de sorties répétées, s'alarmant de l'exode continu des jeunes vers l'étranger et demandant des réformes politiques. Alors, on sait que l'Érythrée, c'est un pays très militarisé, très fermé. C'est un peu la Corée du Nord de
l'Afrique. Et quand l'Église joue ça, ça ne plaît pas beaucoup à l'État. Ce n'est pas seulement en Érythrée, même dans notre pays, le Togo, l'Église catholique a tenté de jouer ce rôle-là. Vous avez vu les réponses qui ont été dans le comportement même du pouvoir politique. Oui. Donc, cela a paru clair que le pouvoir politique n'était pas en phase avec l'Église catholique. Et nous avons vu malheureusement le rôle qu'a joué à un certain moment un ancien évêque, l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Podro, jusqu'à ce que ce dernier soit désavoué, en griffe, un temps soit par la conférence épiscopale. Donc, c'est dire qu'à un certain moment... Mais quand ça ne va pas dans la société... Cela ne voudrait pas dire qu'on doit se taire. Que l'Église se taise... Nous ne disons pas cela... Ce sont les garants des âmes, des populations. Je parlais tantôt, Samuel, non seulement des âmes, mais je parlais de conscience. Et la conscience voudrait... Vous savez, lorsque nous allons à une messe, à une célébration eucharistique, on ne sait pas qui est de tel bord politique, donc c'est le peuple de Dieu. C'est le langage qu'on consacre, c'est le peuple de Dieu. Mais lorsque vous voulez faire des reproches, même à l'autorité, employez les mots qui soient également consignants. Ne prenez pas des positions, et autres là. Vous savez, les politiques. Non, les politiques. Dans le sens des poils. Les politiques sont ce qu'ils sont. Quand ça va très mal, si vous lisez la Bible, Jésus n'avait pas la langue de bois pour critiquer les Romains à l'époque. Jésus n'avait pas la langue de bois, mais Jésus avait de la manière. Jésus avait de la manière. Jésus, je vous rappelle qu'il a traité, je ne sais plus si c'est Hérode ou qui, de fils de quoi, je ne sais plus. On n'a pas à aller chercher des mots doux pour dire ce qui va mal dans la société. Non seulement, lorsque Hérode faisait le jugement de Jésus, donc à un certain moment, il a pris sa responsabilité. Quelle a été la question lorsqu'on a réclamé la libération de Barabbas? Quels ont été les propos de ce juge-là? Donc là, à un certain moment, il avait sa conscience aussi qui lui a parlé. Et il a dit, si c'est lui que vous voulez que je vous libère, je vous le libère. Et autre là, parce qu'à un certain moment, peut-être... J'imagine, ceux qui ont étudié la Bible pourront nous éclairer. À un certain moment, Jésus n'était pas totalement coupable. On peut lui reprocher des choses aussi, parce que c'est l'homme qui a agi. Mais c'est Jésus qu'on nous présente aujourd'hui qui a réagi et autres là. Donc c'est dire que c'est parce que tu as ouvert cette parenthèse biblique que je voudrais qu'on dise également que le rôle de Hérode en ce moment n'a pas été aussi facile. Parce qu'il avait la pression de ce peuple, mais il a su faire la part des choses. Et il a même dit, et il s'est même lavé les mains, que vous voulez que je vous libère. Barabbas, c'est autre. Pilate. Donc Pilate, tantôt, s'est lavé les mains. Et puis il a dit, si c'est ce que le peuple veut, je le fais. Donc là, si nous revenons au comportement même de l'Église catholique dans les actions politiques africaines, l'Église catholique est une autorité morale, je le dis, je le répète, mais on doit essayer également de trouver les bonnes manières. Et lorsque l'Église catholique voudrait dire les choses, que l'opinion ne ressente pas qu'il y aurait un parti pris. Que l'opinion ne sache pas. Tu sais, j'ai de l'affection pour des évêques togolais. Je vais citer seulement 2 noms. Monseigneur Benoît Alornou. Et là, le second, Monseigneur Bariga. Ce sont des gens qui pèsent leurs mots. Si on devait parler au Togo d'un évêque qui soit frustré, ou bien qui devrait manifester toute sa frustration, c'est beaucoup plus Monseigneur Bariga. Parce qu'à un certain moment, Monseigneur Bariga a été incompris par les politiques, surtout le parti au pouvoir. Il a été incompris par le truc là. Son rôle qu'il a fait au niveau de la CVJR, ça a apporté un tant soit peu au calme dans notre pays. Monseigneur Bariga avait fait des propositions que les politiques, dans leur ensemble, n'ont pas mises en règle. Voilà. Et aujourd'hui, quelle est la réalité? On a vu, et le rôle que l'Église catholique a joué aussi, à un certain moment. Les sorties de l'Église catholique, c'était des vérités, mais c'était des vérités mal exprimées parce qu'il n'y avait pas cette impartialité. Et c'est le cas typique qui se passe du côté de l'Érythrée. Oui, mais est-ce qu'on veut qu'il y ait impartialité quand, par exemple, l'Érythrée est confrontée à une situation d'exode massif de la jeunesse qui fuit le pays, qui fuit les violations des droits de l'homme? On voudrait que l'Église
trouve un langage doux, tout ça pour le dire. L'Église, c'est également... La vérité se dit. La vérité se dit, mais ça se sait dire. Ça se sait dire. Parce que les politiques, ils sont toujours cambrés sur leur position. Oui, parce qu'on veut les un homme politique, il faut leur dire la vérité, mais il faut savoir aussi le dire parce que l'homme politique est généralement cet être humain qui est timbré, en griffe. Donc je ne les insulte pas. Hein. Nos hommes politiques sont des timbrés. Ils sont dans une logique, ils veulent aller. Et lorsque on leur dit la vérité, il faut leur dire la vérité, mais il faut savoir leur dire la vérité parce que leur ego est tellement surdimensionné. Quand on leur parle, ils ne veulent pas écouter. Quand il y a des situations très difficiles, ils sont les premiers à courir derrière ces hommes pour venir faire la médiation. Ce qui voudrait dire que l'Église catholique, l'Église ne devrait pas être fatiguée parce que le rôle de l'Église ne connaît pas la définition de ce vocabulaire de fatigue et autres là. Parce que l'Église doit également faire dans la diplomatie. Et là, l'exemple que nous avons au Togo, Monseigneur Bariga, c'est un diplomate, oui ou non? Mais ça paye aussi. Mais Monseigneur Bariga a usé de sa diplomatie. Le travail qu'il a fait du côté de la CVJR. Aujourd'hui, si on a tous les derniers développements, et aujourd'hui, on respire un temps soit peu, mais on ne dira pas que l'Église catholique n'a rien fait dans la situation de notre pays. Monseigneur Bariga a joué sa partition. Vous entendez que si Monseigneur Moussengo, en RDC, voulait être diplomate, Kabila serait peut-être au pouvoir encore aujourd'hui. Hein. Non. Il a été parfois ferme, il a eu même à dire qu'il faut que les médiocres quittent le pouvoir. Monseigneur le Congolais, je crois que lui aussi, il a dérapé un temps soit peu. Il a été un risque de violence, même de violence politique dans ce pays. Parce que lorsque vous êtes un évêque, lorsque vous êtes un père,